La Formule 1 est remplie d'exploits et de records en tout genre. Alors certes, j'aurais pu vous parler du plus grand nombre de victoires, de podiums, de grands prix disputés, ou de tous les records pulvérisés par Verstappen en 2023. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de me focaliser sur des records et des exploits qui ne seront jamais battus ou égalés, et pour certains, on l'espère. Pour commencer, on va parler d'un pilote que vous connaissez bien et dont j'ai parlé juste avant, à savoir Max Verstappen. Verstappen est le plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix, et c'est aussi le plus jeune pilote à rentrer dans les points. Des stats qui ne seront jamais égalés, car désormais pour rentrer en F1, il faut avoir 18 ans minimum. Une règle créée justement à cause de la titularisation de Verstappen chez Toro Rosso en 2015. Verstappen est également le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix, et en vrai, à moins d'avoir tout juste 18 ans et de rentrer directement dans un top team, pas sûr que ce record soit battu. Et à l'opposé, on a les pilotes les plus âgés. Il s'agit du monégasque Louis Chiron, qui a pris part au GP de Monaco 1955 à l'âge de 55 ans. Toujours dans la catégorie des vieux, on a le pilote italien Luigi Fagioli qui est le vainqueur le plus âgé, mais aussi le plus vieux pilote à être monté sur un podium. Notons aussi le français Philippe Tasselin qui est le pilote le plus âgé à avoir inscrit un point. Dans les années 50, on préférait prendre des pilotes d'expérience, c'est pour ça que la moyenne d'âge elle est de 40 ans environ. 40 ans, c'est presque l'âge de Fernando Alonso, et Alonso c'est le seul pilote qui a plus de 40 ans actuellement sur la grille. Après, des stats comme celle de Giuseppe Farina qui est le plus vieux poleman et celle de Juan Manuel Fangio qui est le pilote le plus âgé à avoir fait le meilleur tour en course ont peu de chances d'être égalées, mais ça reste faisable. Je veux dire, quand on voit que des gars comme Alonso ou Hamilton veulent continuer encore quelques années, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Tant qu'on parle de Juan Manuel Fangio, autant en profiter pour transiter vers ses exploits. Le champion du monde argentin a remporté 4 titres avec 4 écuries différentes. En 51 avec Alfa Romeo, 55 avec Mercedes, 56 avec Ferrari et 57 avec Maserati. Remporter un titre, c'est pas facile. Et en remporter au moins 4, ça l'est encore plus. D'ailleurs, ils ne sont que 5 à avoir accompli cette prouesse. Mais là, c'est avec 4 équipes. Personne ne l'a jamais refait, et à mon avis, plus personne ne le fera jamais. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait déjà des pilotes qui ont réussi à faire 3 titres avec 3 équipes différentes. Si je dis qu'on verra plus jamais cet exploit, c'est pour 2 raisons. Parce qu'on bétonne les contrats qui sont généralement de longue durée pour les candidats au titre, et parce que la F1 marche désormais plus sous ère de domination, c'est-à-dire qu'une équipe va remporter pendant plusieurs années le championnat. Et même voir 4 équipes différentes remporter le titre de manière consécutive, ça n'arrive que très rarement. Alors ok, il y a entre 2006 et 2010, mais le précédent c'était entre 78 et 81. Et surtout, pour ces 2 exemples, ce n'est jamais le même pilote qui est sacré. Pour revenir à Fangio, certains me rétorqueront que je n'ai pas parlé de son 5ème titre en 54. Et c'est normal, car c'est un autre exploit que je tenais à mettre en avant. Il a remporté le titre avec 2 équipes différentes, à savoir Maserati et Mercedes. Dans la F1 moderne, c'est inimaginable de voir un candidat pour le titre quitter son écurie ou même rejoindre la concurrence. Dans les exploits, toujours parlons de Jack Brabham, qui a remporté le titre avec une voiture de sa propre conception. Une F1 moderne, ça demande tellement d'ingénierie qu'on peut plus voir ça désormais. Il faudrait faire des études d'ingénieur et en parallèle les formules de promotion, autant dire que c'est impossible. Autre exploit, celui de John Surtees, qui est le seul champion du monde de moto et de F1. Désormais, moto et F1, c'est deux mondes tellement séparés avec leurs propres formules de promotion que voir ça, c'est impossible. Alors sur le papier, si, mais c'est compliqué. Soit t'es champion de F1 et tu bascules en MotoGP, vu que dans ce sport il n'y a pas de super licence, en tout cas pas au moment où j'écris cette vidéo, soit t'es champion de MotoGP, puis tu passes par les formules de promotion pour atteindre le nombre suffisant de points sur ta super licence afin de rejoindre la Formule 1. Ce qui fait que tu arriveras à un âge assez élevé et qu'en plus il faut espérer tomber dans un top team. Autant dire que je vois mal beaucoup de pilotes prêts à tout claquer pour un résultat incertain. Ensuite, un fait que je refuse de qualifier d'exploit, c'est celui de Jürgen Rindt. Rindt est le seul, et j'espère à jamais, pilote à avoir été sacré champion à titre posthume, c'est-à-dire champion alors qu'il est décédé. Ça s'est passé en 1970, et vu que fort heureusement la sécurité est plus élevée dorénavant, peu de chances que ça se reproduise, même si malheureusement le risque zéro n'existe pas. Petite précision avant qu'on continue, je vais parler de stats liés à la mort en Formule 1. C'est un sujet qui peut être sensible mais qui pour moi est important, étant donné que ça permet de savoir à quel point le sport était dangereux à une époque et pourquoi désormais la sécurité des pilotes est aussi importante. Bref, ça permet de comprendre pourquoi le sport il est comme il est aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet sensible, donc si pour vous ça vous gêne, la vidéo elle est chapitrée pour que vous ayez au chapitre suivant. Petit disclaimer, je ne vais pas prendre en compte les 500 miles d'Indianapolis, qui faisaient partie entre 50 et 60 du calendrier de la Formule 1. Alors, il y a eu des vainqueurs en F1 et en Indy 500, mais la plupart des pilotes de F1 de l'époque ne prenaient pas part à cette course. Et inversement, les pilotes d'Indy 500 ne participaient pas, ou rarement, au reste du championnat de Formule 1. Si on retire également les courses hors championnat et les essais privés, la saison la plus meurtrière en Formule 1 c'est 1958 avec 3 décès. Tandis que le circuit qui a vu le plus de morts en Formule 1 c'est le Nürburgring avec 5 décès entre 54 et 1969. Et là je ne parle que de pilotes morts, car si on étend notre champ de vision, la course la plus meurtrière en Formule 1 elle date de 1961.
À l'occasion du GP d'Italie, lors du second tour, l'Allemand Van Gon Van Trips et le Britannique Jim Clark sont au coude à coude dans la parabolique. Les deux pilotes se percutent et la voiture de l'Allemand part dans la foule, entraînant la mort de Van Trips ainsi que celle de 14 spectateurs, 11 sur le coup et 3 quelques temps après. Et pour ajouter sur le côté invraisemblable de cet accident, on n'arrêtait pas les courses à l'époque pour ce genre d'événement. Alors pourquoi, fort heureusement, les statistiques présentées ne seront jamais égalées? Déjà, comme je l'ai dit, les pilotes sont plus protégés. Ils ont des combinaisons unifugées, ils ont des casques, et même des casques de plus en plus résistants au fur et à mesure des années, des harnais de sécurité, le Hans pour éviter toute blessure au cou, le halo, des cockpits renforcés, et sûrement bien d'autres trucs que j'ai oubliés. Ensuite, les circuits aussi sont plus sécurisés et doivent répondre à certains critères pour que des F1 roulent dessus. Notons aussi la présence des barrières de sécurité, des murs de pneus ou encore des Tech Pro lors des Grands Prix. Faut bien comprendre qu'un circuit de Formule 1 à une époque c'était une route et des armes de chaque côté. Autre exemple à Monaco où au niveau du port il y avait juste des bottes de paille, donc si jamais vous vous ratiez et que vous sortiez de la piste, vous alliez directement à l'eau. Et oui, la photo que je suis en train de vous montrer est véridique. Maintenant aussi, on a des commissaires de piste qui sont formés et équipés. Fut une époque où quand une voiture prenait feu, soit ils ne savaient pas comment se servir du machin rouge à côté d'eux qu'on appelle un extincteur, soit ils ne pouvaient pas s'approcher du feu parce que leur combinaison n'était pas du tout adaptée. Ensuite, il y a également la présence de la safety car, de la medical car et tout un centre de secours au sein du paddock, ainsi qu'un emplacement dédié pour qu'un hélicoptère amène le pilote à l'hôpital. Tout ceci a pour but d'agir rapidement et éviter un drame. Et enfin, pour les spectateurs, on a installé des filets et surtout on les a fait reculer. Faut bien comprendre qu'à une époque, les spectateurs étaient au bord de la route. Bref, c'est des statistiques qu'on ne veut plus jamais revoir et encore moins être égalées. Pour terminer cette vidéo sur une note un peu plus positive, je vais vous parler de statistiques liées à des circuits et au Grand Prix qui s'y sont déroulés. Je parlais du Nürburgring tout à l'heure, sachez qu'il s'agit du circuit avec le plus de virages, 176. Alors attention, je ne parle pas du circuit actuel que vous connaissez peut-être, mais de la Nordschleife où des courses ont lieu jusqu'en 1976. D'ailleurs, sachez que vous pouvez rouler sur la Nordschleife avec votre propre véhicule. Par contre, petite précision, c'est un autobahn, les fameux autoroutes allemands à vitesse illimitée, donc pensez bien à vous mettre sur la voie de droite. Le circuit le plus long, en termes de distance, c'est celui de Pescara, qui mesurait 25,8 km et sur lequel une course a eu lieu en 1957. S'il n'y a plus de circuit comme la Nordschleife ou le circuit de Pescara, c'est surtout que vu leur taille, il était impossible d'assurer la sécurité des pilotes. En termes de durée, le plus long c'est le GP du Canada 2011, avec une durée d'épreuve de 4 heures et 4 minutes. La course a démarré normalement, puis a été interrompue au bout de 25 tours, ce qui fait que le temps a continué de s'écouler jusqu'à la reprise et la fin de la course. Une course de 4 heures, c'est désormais tout bonnement impossible, étant donné qu'il y a une règle qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de 3 heures pour une épreuve de Formule 1. Alors oui, la course elle dure 2 heures au maximum. Quand on parle d'une épreuve, c'est vraiment le temps de course plus le temps d'interruption qui ne peut pas être au-delà des 3 heures réglementaires. La course la plus courte, c'est le GP de Belgique 2021. Cette grosse merde! Sur le papier, il a duré 3 minutes, soit un tour sous safety car. Car entre l'horaire de départ initial, donc 14 h, et l'heure de départ, à savoir 18 h environ, les voitures n'ont pas roulé, donc ça ne compte pas. Et quand le semblant de course s'est arrêté après 3 tours sous drapeau rouge, le chrono, et donc le classement retenu, est celui de l'avant-dernier tour, qui du coup est le premier. Vu le tollé que ça a généré, on ne peut qu'espérer ne plus jamais voir ce genre d'événement. Ensuite, on a le GP d'Europe 2011 à Valence qui a vu le plus de voitures à l'arrivée. En effet, les 24 voitures partantes ont toutes rallié l'arrivée. À la fois, il y a des chances pour que cette stat soit un jour égalée, vu que la FIA veut plus d'équipes, et en même temps, il y a peu de chances, car Liberty Media ne veut pas plus d'équipes que les 20 actuellement présentes. Et pour terminer, parlons du GP d'Allemagne 1953, qui a le record de 34 participants en départ. Une époque où F1 et F2 roulaient en même temps et où des pilotes pouvaient s'inscrire à leur propre nom en achetant une voiture à un constructeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de faire beaucoup de recherches, de me plonger dans des époques, de découvrir des pilotes que je ne connaissais pas ou que je connaissais peu, ou même redécouvrir certains pilotes sous un autre prisme. Bref, ça m'a permis de mieux comprendre la Formule 1 et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette idée de pouvoir mieux comprendre le sport au travers de statistiques. Si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Non seulement ça fait plaisir à l'algo YouTube, mais ça me fait surtout chaud au cœur de savoir que ce que je fais, ça vous plaît. La prochaine fois qu'on parlera de Formule 1, ce sera juste avant la reprise de la saison, donc le 27 février. Si tout se passe bien, car j'aimerais vous faire une petite vidéo de début de saison. J'espère que ça va bien se passer du coup, et que ça sortira dans les temps. Et si tout va vraiment bien, il y aura une vidéo qui sortira entre celle d'aujourd'hui et la prochaine. Mais là, ce sera plus sur un jeu vidéo, on parlera d'un jeu Pokémon Game Boy.
mais qui n'est pas un RPG. Bref, j'espère réussir à tout sortir dans les temps, c'est pour ça que je ne saurais que trop vous recommander de vous abonner pour ne pas rater les vidéos, et puis j'espère vous revoir bientôt. Salut!